Merci de regarder la télévision togolaise à l'heure du journal. Bienvenue à tous. À la une, les journées portes ouvertes du Conseil national des patrons de presse. Le lancement a été présidé ce matin par le ministre de la Communication. Thème de cette 3e édition, médias, laïcité, dialogue interreligieux au Togo. L'Égypte, partenaire fidèle du Togo, cela s'illustre une fois encore par des œuvres sociales. 300 patients togolais ont consulté des médecins venus du Caire. Une prise en charge gratuite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Togo et le Sénégal, pays frères qui partagent un espace communautaire commun avec les mêmes idéaux de développement. En témoigne la présence à Lomé d'une délégation officielle sénégalaise. Elle a été reçue par le président Faure au palais de la présidence de la République. Mission conduite par Abdoul Aziz Tall, ministre sénégalais en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Ces propos ont été recueillis par Essoram Théoté. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Macky Sall à l'endroit de son frère et ami, le président Faure. Nous sommes venus donc lui apporter ce message qui exprime les sentiments d'amitié, de solidarité, de fraternité qui existent entre les deux hommes, mais qui existent entre les États et les peuples. Je sors de cet entretien rassuré, très satisfait du contenu de nos échanges, et je rendrai compte à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall du contenu de cet entretien. Mais retenez qu'entre le peuple sénégalais et le peuple togolais, entre les chefs d'État togolais et les chefs d'État sénégalais, il n'existe aucun nuage, il n'y a que d'excellentes relations. Tout est parti de la libéralisation de la presse en 1990. Le Togo a connu alors une floraison de titres, de chaînes et de parutions, un parcours jalonné de diverses péripéties, moments de gloire mais aussi de déboire, avec quelques épines qui semblent coller à la peau de la profession et qui sont relatifs aux défis de professionnalisme. L'une des pistes préconisées pour le relever, c'est l'édification de véritables entreprises de presse, ce à quoi s'attelle depuis quelques années le CONAP, Conseil national des patrons de presse, la 3e édition de ces journées portes ouvertes qui démarrent ce jour et qui sont axées sur les médias, la laïcité et le dialogue interreligieux, témoignent de la volonté des acteurs à faire du journalisme un vecteur de paix et de développement avec bien sûr l'accompagnement de l'État. Serge Tastoum, Tchassinambaga. Les discours fondamentalistes qui exacerbent les violences communautaires, les conflits religieux et le terrorisme sont le plus souvent véhiculés, voire amplifiés par les médias. Au Togo, on n'en est pas encore là, mais la menace est bien réelle. Il urge donc de prendre des mesures préventives. La mobilisation de la presse togolaise au cours de ces journées portes ouvertes autour de la problématique médias, laïcité et dialogue interreligieux participe de cette démarche. Le fondamentalisme religieux est à l'origine, il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des facteurs essentiels du terrorisme qui sévit dans beaucoup de pays et qui menace aussi notre sous-région. Il nous a semblé important en tant que médias de contribuer à la préservation de cet acquis qui est la coexistence pacifique entre les régions, qui est le vivre ensemble, qui est une réalité, en tout cas aujourd'hui dans notre pays. La laïcité est-elle une exigence de la République? Y a-t-il une limite à la liberté d'expression face aux croyances religieuses? Comment promouvoir l'existence pacifique et le dialogue interreligieux? Voilà entre autres sujets qui vont être abordés. Il s'agit d'amener les hommes des médias à jouer pleinement leur rôle d'information et d'éducation dans la promotion de la tolérance religieuse et la cohabitation pacifique au Togo. C'est de contribuer à la coexistence pacifique de ces religions à travers leur production, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans les médias audiovisuels. Nous sommes des leaders d'opinion quotidiennement. Des millions de nos compatriotes nous suivent, lisent nos journaux, écoutent nos radios, suivent nos télés, participent à des émissions interactives. Donc le message que nous devons véhiculer, c'est le message de paix, le message de dialogue. Il ne faut pas que la religion soit source de division dans les pays. La liberté de la presse, aussi bien la laïcité que la liberté de religion, sont consacrées au Togo par la Constitution.
Le gouvernement fait chaque jour des efforts pour consolider ses valeurs et promouvoir le vivre ensemble. Voilà pourquoi le ministre de la Communication a exhorté la presse togolaise à ne pas servir de caisse de résonance à l'extrémisme. Chers amis journalistes, plus que jamais, la responsabilité de vos écrits et de vos propos sont engagées. Nous ne devons et nous ne pouvons tolérer que ce soit dans vos différentes productions ou dans les propos de vos différents invités que l'on remette en cause ce qui fait la fierté de notre nation togolaise, son unité. Nous ne devons et en aucun cas permettre à ce que nos organes deviennent des caisses de résonance de personnes en panne de réflexion et en perte de repères qui ne pensent qu'à remettre en cause l'entente cordiale et permanente qui fait notre unicité. C'est donc le lieu de vous inviter à encore plus de vigilance et à ne pas se lasser de participer par vos productions médiatiques au renforcement de la cohésion sociale en évitant, autant que faire se peut, les stigmatisations, l'enfermement religieux et les discours haineux. Organisée par le Conseil national des patrons de presse, cette troisième journée porte ouverte de la presse togolaise connaîtront plusieurs activités, dont entre autres des séances de don de sang, d'initiation à l'écriture journalistique, à la caricature, au photojournalisme et des visites des institutions de la presse et des rédactions. Richesse médiatique et défi du professionnalisme, c'est le thème de l'émission Le Togo en marche que vous suivez tout à l'heure à 21h. La défense des droits humains fait partie des préoccupations de la presse, mais il en faut plus. Il faut même mieux connaître la législation en matière de protection des droits de l'homme. Une vision incarnée par Amnesty International et l'Institut des médias pour la démocratie et les droits de l'homme qui forme à cet effet un échantillon de la presse togolaise sur le module intitulé « Écrire sur les violations des droits humains ». Sonia Amenikbo, Clarisse Atikle. Les journalistes à l'école de l'écriture des droits humains. Il s'agit ici d'amener les professionnels des médias à comprendre et à s'approprier les questions des violations des droits humains. Bon, le journaliste, qu'il soit spécialiste ou pas spécialiste, c'est pas la question, mais ressent une sorte de devoir impérieux que de devoir évoquer les violations quand il en a connaissance. Il y a toute une gamme d'interventions possibles et que le journaliste peut aussi, sur des aspects moins connus, mais servir d'éléments d'actualité. Nous faisons déjà le traitement de ces informations relatives aux violations des droits humains dans nos différentes rédactions. Mais nous avons compris que ce n'est pas toujours ce que nous voulons faire. Parfois, on prend la place des acteurs judiciaires, la place des officiers de police judiciaire. Donc nous confondons un peu notre rôle. Nous voulons voir dans les traitements prochains de meilleures écritures sur les violations des droits de l'homme, que ça ne s'arrête pas à la dénonciation, mais nous voulons voir autre chose avec les nouvelles tendances. Le représentant du ministre de la Communication a salué l'initiative et invité les participants à en tirer profit. Ils sont invités à faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives aux différentes formes de violation des droits humains. Séance de restitution sur le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Un parcours de 5 ans avec des forces et faiblesses partagées par l'ensemble des acteurs. Kwasiglé, Firmé à Dinaré. Après 5 ans de mise en œuvre, le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire arrive à son terme. Il était donc important pour les acteurs du monde agricole togolais, leurs différents partenaires et les représentants de la présidente de la République de se retrouver en une séance de restitution technique des activités menées à travers différents programmes, notamment le projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, le projet d'appui au secteur agricole PASA, le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Il a été noté d'avancées dans la réalisation de ces différents projets qui visent à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Et il s'est établi à l'issue des contrôles qui ont été menés par nos partenaires, la Banque mondiale, le FIDA. Donc il est relevé que nous avons fait des pas de géant dans tous les secteurs. Le PNIASA première génération finit au moment où le chef de l'État a donné de nouvelles orientations pour le secteur à travers sa vision. La vision du secteur, cette fois-ci, portée sur la valorisation des produits, la création des richesses, surtout en zone rurale, la réduction de la pauvreté et surtout la création des emplois. Bien que des résultats positifs aient été enregistrés,
administrés. Des efforts restent encore à faire. L'agriculture est fortement perturbée ces derniers temps par le réchauffement de la planète, dont les symptômes sont les changements climatiques, le dérèglement du cycle des saisons, voire même des catastrophes naturelles. Ces calamités ont motivé la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres avec l'appui de la Banque mondiale. Dans les zones sensibles, les sensibilisations se poursuivent pour permettre aux populations de s'approprier ce projet. C'est le cas à Dapaon. Le récit de Désiré Aloy. Les vents violents, les inondations, les incendies entre autres sont des calamités naturelles, des aléas qui troublent le vécu des populations avec parfois des pertes en vies humaines. Le gouvernement togolais travaille à contrer ces phénomènes. Le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, aujourd'hui est un canal de sensibilisation des populations sur des dispositifs de prévention de ces risques naturels majeurs. Le ministère en charge de l'urbanisme sur le terrain pour attirer donc l'attention des populations sur ces aléas qu'on peut prévenir. L'enjeu maintenant pour cette sensibilisation, c'est de faire attention, c'est-à-dire les précautions à prendre avant, pendant et après ces aléas. Si nous prenons l'inondation, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que la pluie ne vienne, il faut sauver ses biens et aussi laisser la porte de l'eau qui peut passer. Il ne faut pas construire dans des bas-fonds, ne pas mettre les carburants dans leur chambre ou bien dans leur maison. Nous, les chefs, canton, village, chefs quartier, nous irons à notre tour sensibiliser nos populations pour que ensemble nous respectons les consignes données par le ministère. Après Mandouri, Dapan a accueilli la délégation pour amener les uns et les autres à opter un cadre de vie protégé contre les catastrophes naturelles. Par la même occasion, des documents cadres ont été remis aux autorités pour les établissements scolaires afin que les élèves très tôt se familiarisent avec de bonnes pratiques dans la gestion de l'environnement et la prévention des catastrophes. Quand les catastrophes sont maîtrisées ou mieux gérées, la résilience des populations se renforce, l'agriculture devient stable, les sols protégés au profit de tous et des voix s'élèvent pour que les femmes, elles aussi, aient droit à la terre. Mais au-delà, elles sont appelées à entreprendre et être de véritables actrices de développement. Et si on entreprenait autrement? C'est sur cette problématique que Innovop, le centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, organise des journées portes ouvertes à Lomé. Charlotte Moussime. Innovop ouvre ses portes à la population togolaise. Ce centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo offre différents services, prioritairement à la gente féminine pour un entrepreneuriat émergent et compétitif. On fait de la formation, nous faisons des activités d'ingénierie financière pour pouvoir valider les projets qui nous arrivent, s'assurer de leur rentabilité financière. Nous faisons du réseautage parce que nous croyons que tout seul on va vite, mais pour aller loin, il faut être connecté. Donc on crée des occasions de réseautage entre les jeunes pousses et bien sûr d'entrepreneurs confirmés afin qu'il y ait un transfert donc de savoir-faire et de savoir-être. Mais bien entendu, le service phare et innovant, c'est l'incubateur. À ce jour, 15 startups sont bénéficiaires de ces services. Elles sont actives dans les secteurs économiques variés, entre autres la transformation agroalimentaire, l'éthique, le tourisme, l'eau et l'assainissement. Pour ces journées portes ouvertes, les échanges seront axés sur cette interrogation. Et si on entreprenait autrement? Des communications sur la fiscalité, puisqu'on a dit entreprendre autrement, c'est penser formalisation, des communications sur les façons innovantes de se financer, parce que souvent, nombre de jeunes arrivent et nous disent « je n'ai pas d'argent ». Mais l'argent, on peut le trouver à travers des moyens innovants. C'est en avril dernier que ce premier incubateur d'entreprise a lancé ses activités. Parmi ses partenaires, le PNUD, la FEFA et l'OTR, qui d'ailleurs a, à cette occasion, sensibiliser les participants sur le civisme fiscal. Pour mieux évoluer, les femmes ont besoin d'un environnement protecteur afin de mieux contribuer au développement de leur communauté, de leur pays. C'est d'ailleurs pourquoi la communauté internationale consacre 16 jours en cette fin d'année à une sensibilisation accrue sur le sujet. À Avepozo, dans la périphérie de Lomé, les femmes ont échangé sur leurs droits et l'accès à l'information concernant leur émancipation dans la société. Christine Pétikialoudé. Une femme sur 3 dans le monde, selon les statistiques, est victime de traitements dégradants chaque minute.
Ces traitements sont l'une des violations des droits fondamentaux et la journée du 25 novembre est dédiée à la lutte contre ces violences sous toutes leurs formes. Sur le site des réfugiés à Avepozo, les femmes de la localité ont été entretenues sur le sujet. Les violences, il y en a. La femme ne doit pas rester bras croisés, elle doit se lever et participer à l'avancement de son foyer. La déclaration de Beijing en 1995 appelle à l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme puisqu'elles compromettent leur bien-être et celle de la société. Au niveau national, un accent particulier est mis sur la contribution de la femme à la culture de la paix. Nous voulons que les femmes puissent être des actrices de paix dans les foyers. Parce qu'il y a eu une étude au sein d'Avepozo ici qui a montré un taux très élevé de violence au sein des familles. L'édition 2016 appelle à une plus grande mobilisation contre ces violences et insiste sur la nécessité de financer durablement les efforts visant à mettre fin à ces traitements inhumains dont la femme et les filles sont victimes. Avant de poursuivre ce communiqué conjoint du ministre de la Fonction publique et du ministre des Enseignements primaires secondaires de la formation professionnelle, il est ouvert à compter de ce lundi 12 décembre 2016 un concours national de recrutement d'enseignants du secondaire général pour le compte du ministère des Enseignements primaires secondaires et de la formation professionnelle à l'intention des Togolais des deux sexes. Le dit concours est ouvert pour répondre aux besoins en enseignants identifiés dans chaque région du pays. Les candidats retenus à l'issue du concours serviront donc principalement dans les régions choisies au moment du dépôt de dossier de candidature. L'Égypte reste fidèle à son partenariat avec le Togo. Cela se traduit une fois encore par des œuvres sociales, des soins médicaux gratuits prodigués aux populations togolaises par des médecins égyptiens dépêchés à Lomé. Gérald Agoudou. L'Égypte au Togo déguisé en un centre de santé. C'est pour des consultations médicales en stomatologie, gynécologie, pédiatrie, médecine générale, dermatologie et cardiologie. Au total, 300 patients gratuitement pris en charge. À la manette, les médecins de l'église copte orthodoxe d'Égypte. Nous reconnaissons surtout maintenant qu'il y a des besoins spéciaux dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont l'hygiène et la santé. Et c'est pour cela que comme nous avons plusieurs docteurs égyptiens, coptes, orthodoxes, chrétiens, qui assument des disciplines et des spécialisations bien importantes dans le domaine de la médecine, que nous avons le devoir de venir nous occuper de la santé des peuples africains. Et nous avons multiplié les missions médicales dans l'Afrique de l'Ouest et aussi les missions religieuses. C'était vraiment un grand soulagement pour tous ces patients. Vous avez vu l'affluence et c'est le lieu également de remercier, de féliciter son Excellence l'ambassadeur. Cette mission humanitaire est une résultante de la fructueuse coopération qui existe entre Lomé et le Caire, selon le diplomate égyptien au Togo. C'est toujours une continuation de notre collaboration avec le ministère de la Santé togolais. Comme vous le savez, nous avons signé un mémorandum d'entente en août 2015 pour la coopération entre les deux pays et aussi l'établissement, la construction d'un hôpital égypto-togolais aussi au Togo. Peut-être c'est un peu reporté, c'est pourquoi pour couvrir le besoin pendant cette période, nous avons commencé de faire la mission médicale avec l'Église, mais aussi avec notre institut islamique qui va envoyer dans l'approche à venir notre mission, et aussi avec notre forces armées qui sont intéressées aussi d'envoyer des missions. Je suis très fier parce que les relations entre l'Égypte et le Togo maintenant sont au beau fixe. Cette opération de soins gratuits boucle la deuxième mission médicale de l'Église copte orthodoxe d'Égypte au Togo pour le compte de l'année 2016. L'hôpital Mère Teresa de Kpalimé et celui de Baie à Lomé ont été également couverts par cette activité sociale. Donald Trump dans l'antichambre de la Maison-Blanche pendant que le nouveau président américain s'active à organiser sa future administration. Les services techniques s'investissent pour sa cérémonie d'investiture le 20 janvier prochain. Services de protocole, forces de sécurité, tous sont à pied d'œuvre. Monument de Washington dans le moindre détail pour une préparation tout aussi minutieuse.
Aux États-Unis, on ne rigole pas avec la cérémonie d'investiture. Le plan est gigantesque, 18 mètres de long par 13 mètres de large. Il fallait au moins ça pour prévoir les différents scénarios de la journée. La sécurité sera au maximum, 13 000 militaires venus en renfort des 3 000 policiers. La marge pour l'improvisation sera minimale. Un travail effectué par le comité d'investiture dans une rigueur toute militaire. Notre préparation a commencé il y a plusieurs mois, avant l'élection, car le plan que nous avons mis en place ne tenait pas compte de qui allait être élu. La répétition sur cette carte aujourd'hui se base sur les précédents historiques, en quelque sorte. Cela prend des mois de coordonner toutes les agences. Dans la capitale, les préparatifs aussi ont débuté depuis longtemps. La plateforme et les gradins prévus pour la cérémonie prennent forme devant le Capitole. Le coût de cette journée est estimé entre 175 et 200 millions de dollars. Depuis la première cérémonie en 1789, la machine est bien huilée. Nous sommes dans les temps et dans le budget. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça. Mais c'est l'un des projets qui doit vraiment être dans les temps. Et bien sûr, vous voulez toujours être dans votre budget. 1 million de personnes sont attendues. Ils étaient près de 2 millions pour Barack Obama en 2009. Certains groupes ont déjà annoncé qu'ils manifesteraient au moment de la prestation de serment de Donald Trump. Mais cela aussi, c'est déjà prévu. Au Togo, l'autorité de sécurité de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema vient de se doter d'un site web, le www.asej.tg. Cette structure entend se rendre plus visible et pouvoir communiquer avec un grand public. Dodo Arek, Clarissa Tikle. L'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, ASEJ, est désormais visible sur la toile. Elle dispose d'un site web www.asej.tg à travers lequel elle peut diffuser des informations, surtout celles liées aux activités sur la plateforme aéroportuaire. Et en mettant en place le site web de l'ASEJ, ceci transcrit notre volonté de communiquer davantage avec le grand public qui trouvera donc les informations nécessaires relatives aux activités de l'ASEJ. Vous y trouverez aussi des menus sur l'historique, l'organisation de l'ASEJ, les démarches à suivre pour obtenir un titre d'accès à l'aéroport. La création du site web participe également à accroître davantage la visibilité de notre jeune structure. L'ASEJ est une jeune structure créée le 13 juillet 2011. Sa mission, coordonner la mise en œuvre des mesures de sûreté à l'aéroport. Ce site web est un véritable outil de communication entre l'ASEJ et l'extérieur afin de mieux répondre aux attentes des usagers de l'aéroport. Le www.asej.tg est également ouvert à tous les opérateurs sur la plateforme aéroportuaire, notamment les compagnies aériennes et autres entités de l'aéroport. La 3e édition du Festival de films africains émergents se tient du 13 au 16 décembre. Des projections de films sont au programme. 20 films fiction et documentaires sont mis en compétition. Le festival est placé sous le thème « Le cinéma et la télévision à l'ère de l'Internet ». Serge Tastom, Ramdan Bassila. L'arbre sans fruits, le jardin d'Akua. 2 films en projection qui traduisent l'infertilité, l'avortement, l'infertilité et la répudiation. Des mots auxquels sont confrontés les couples dans les foyers. Sous un regard porté au-delà de l'image de la projection, les spectateurs sont accrochés à cette ouverture du bal du 3e acte du festival de films africains émergents. Le documentaire m'a beaucoup touché, vraiment touché, d'autant plus que c'est une histoire un peu presque taboue dans ces pays. Et pratiquement les hommes sont mis un peu à l'écart. Si on fait bien la promotion de ce documentaire, ça redonnera espoir à toutes les femmes qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à mettre au monde. C'est une compétition qui vient mettre en valeur 20 films fiction et documentaires. Ceci pour faire la promotion du 7e art à travers les œuvres des cinéastes africains de talent. On a des critères sur la scénarisation, sur la direction de la photographie, d'accord, le son, le jeu des acteurs, le décor, le background musical, bref, tout ce qui fait un film. Le public a répondu présent à cette invitation. Cela veut dire que notre public veut voir nos films, notre public veut découvrir les films africains. La 3e édition du Festival de films africains émergents, c'est aussi l'adaptation aux nouvelles réalités sur le terrain du cinéma.
Des réflexions seront menées sur l'influence de l'Internet dans l'exercice des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Ce communiqué de la HAC, avant de passer à l'actualité sportive, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle aux titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation de radio et télévision privées qu'ils doivent respecter scrupuleusement les cahiers de charges, objet des conventions pour lesquelles l'autorisation leur a été accordée. À cet effet, il est strictement interdit de céder à toute autre personne ou structure les fréquences qui demeurent la propriété de l'État à travers la HAC, de modifier les contenus ou les données des conventions, de modifier l'actionnariat au mépris des dispositions de l'article 38 du Code de la presse qui dispose que 51% au moins du capital social doivent être détenus par les nationaux et 80% du personnel doivent être des Togolais, de modifier la composition du conseil d'administration sans en informer la haute autorité, de changer de typologie, de modifier la grille des programmes sans en informer la haute autorité. Le non-respect de ces dispositions constitue une violation des conventions susceptibles d'entraîner la rupture du contrat d'utilisation des fréquences attribuées. Il est en outre rappelé aux opérateurs d'entreprises audiovisuelles que toute diffusion en différé ou synchronisation d'émissions et de programmes des chaînes et stations étrangères et tout partenariat avec les dites sociétés doivent préalablement et obligatoirement être portés à la connaissance de la haute autorité. Par ailleurs, le président de la haute autorité invite les sociétés de radio et de télévision qui n'ont pas encore procédé au renouvellement de leur autorisation ou à la signature de convention avec la HAC à régulariser leur situation sans délai sous peine de retrait des fréquences et de fermeture pure et simple. Ce rappel à l'ordre s'adresse également à toute société de distribution de bouquets de programmes audiovisuels par voie satellitaire ou hertzienne. Enfin, le président de la haute autorité invite toutes les agences de production, de communication et de publicité à se faire enregistrer. Il porte à leur connaissance que l'utilisation de drones pour la capture d'images lors des manifestations est subordonnée à une autorisation préalable des services de sécurité publique. La haute autorité en appelle au respect scrupuleux des dispositions pertinentes de la loi organique relative à la HAC, du Code de la presse et de la communication, des cahiers de charges et obligations générales sous peine de sanctions prévues à cet effet. Après ce communiqué, je retrouve Claude. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Amen. Alors la boxe, Kwevi Foli Kwega va défendre sa ceinture demain au Palais des Congrès de Lomé, c'est ça? Oui, effectivement, ce soir a eu lieu la traditionnelle pesée d'avant-combat entre Kwega et son challenger, le Géorgien Vadouachvili. Puis Kwega a été reçu par le ministre en charge des sports, Guy Madi Lorenzo. Le tout en présence de Lamine Coco Konaté. Au cabinet du ministre en charge des sports, le champion du monde GBC Global Boxing Council Foli Kwega, alias Prince Lorenzo, avait rendez-vous avec un autre Lorenzo. Le ministre lui a témoigné tout le soutien du gouvernement et de tout le peuple togolais. Je suis intimement persuadé que nos aïeux, les membres de nos ancêtres, demain, ils seront autour du ring et même dans le ring avec vous. Vous ne serez pas seul sur ce ring-là. Il y aura beaucoup de gens. Et il y aura le premier boxeur togolais aussi, dont l'esprit sera avec vous. Tout le gouvernement et toute la nation togolaise sera derrière vous. À 24 heures de ce grand combat, les organisateurs se disent confiants quant au déroulement de l'événement. Tout est fin prêt. Comme vous voyez derrière moi, il y a le ring qui est prêt. Le combat s'annonce âcre parce que le challenger de Lorenzo, il paraît qu'il est coriace. Organisateurs prêts, les boxeurs aussi le sont. En témoigne cette scène qui n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer ce vendredi au Palais des Congrès de Lomé entre Foli Kwega et le Géorgien Pata Vadouachvili pour le compte du championnat du monde GBC Global Boxing Council des moins de 109 kilos. On a fait une finition de préparation vraiment impeccable. Je n'ai pas de... Tout est bon. Je n'ai mal nulle part. Je suis prêt comme un fer. Donc, on est prêt. On est physiquement et moralement prêt pour le combat. En dehors de la pesée des deux vedettes, les amateurs de la soirée ont été également soumis au même rituel. Il y a le comité national olympique et le comité international olympique qui poursuivent les sessions de formation en management du sport.
La seconde édition de ce cours a été ouverte hier dans notre capitale en présence du général Zoumaro Nyonfam, ancien président du CONOT et parrain de cette deuxième édition. Le résumé avec Tchempiou Teba. C'est parti pour la deuxième promotion des cours avancés en management du sport. Formation démarrée en mai 2015 et qui a pour objectif, entre autres, de développer les aptitudes managériales des responsables sportifs. Comme à la première édition, les cours vont être programmés sur 12 mois, dont 2 jours en salle et 3 à distance par semaine. Le tout étalé sur 5 sessions. Les points essentiels de ce cours, c'est la formation d'une équipe de managers pour mieux gérer les fédérations sportives, les organisations sportives. Et ça. Donc les cours sont basés sur 6 modules. 6 modules. Le premier, c'est structurer une organisation sportive, gérer de façon stratégique. Le 2, gérer les finances, gérer le marketing et organiser un grand événement sportif. Cette année, la vingtaine de stagiaires a pour parrain le général Nyonfam Zoumaro, un haut responsable sportif qui fait de la rigueur son cheval de bataille. Comme je l'ai dit aux stagiaires, on leur a donné un parrain exigeant. Donc il faudra qu'ils suivent attentivement les cours qui leur seront donnés pour pouvoir le reprêter sur le terrain de la pratique au sein de leur fédération. Il s'agit de permettre aux dirigeants sportifs de notre pays d'acquérir les connaissances nécessaires pour leur permettre de diriger de manière efficace et efficiente les fédérations. Il faut se mettre en cause tous les jours. Et la bonne gouvernance qui est demandée par la solidarité olympique doit être de mise. L'ouverture est aussi marquée par la remise de diplômes MEMOS de niveau supérieur en management sportif au lauréat Ahmed Domé à Koueti. Mais c'est tout, juste le temps de rappeler aux téléspectateurs le combat de Folie Kogan demain à partir de 19h et le magazine Direct Foot de samedi. Au revoir Claude. Au revoir. Mais... Et à défaut de se déployer pour gagner des médailles, il y a d'autres dont le sport favorise la tromperie et le gain facile. Un individu spécialisé dans la fabrication d'alcool frelaté, nuisible donc pour la santé, a été appréhendé par la police dans la préfecture de Zio. Lucassi pour le récit. De l'alcool frelaté fabriqué à base d'un produit appelé Basse et transvasé dans ces bouteilles pour la commercialisation par Afi Agna. Résidente à Théviers, elle a fait de cette activité illicite son gagne-pain. Après 8 ans d'existence dans la clandestinité, Afi Agna est appréhendée ce jour à son domicile par la police nationale. Je fabriquais de la boisson fruitée à la maison quand la police nationale est venue m'arrêter. Elle était destinée à être vendue dans les villages environnants. Je suis consciente que ce que je fais n'est pas bien. J'exhorte donc ceux qui font comme moi à cesser cette activité illégale. La police nationale s'illustre une fois encore à travers cette saisie pour mettre hors d'état de nuire ce genre d'individus qui portent atteinte à la santé des populations par leur fabrication. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui veulent à tout prix gagner, tirer leur marron du feu en gagnant de l'argent à tout vent. Donc malgré les interdictions données par l'État, donc cette dame a acquis du matériel illicite qui est composé de l'éthanol, un alcool qui n'est pas consommable et mélange avec d'autres produits pour fabriquer de l'alcool qu'elle va mettre à la disposition de la population. Donc c'est un produit toxique qui va tuer à petits coups la population. La population est appelée à plus de vigilance et à plus de collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. La journée nationale de reconnaissance à Dieu justement pour la conversion des cœurs, c'est le 18 décembre au stade de Kégué, un événement organisé par le groupe Salut et Joie en collaboration avec les églises, conseils et fédérations chrétiennes du Togo pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits au profit du peuple togolais. Un avant-goût avec Ramdan Bassila. 365 jours passés sous la protection de Dieu, à cela s'ajoutent ses grâces et ses bénédictions sur tout le Togo. Cela mérite que chacun exprime sa reconnaissance à Dieu. Louer, magnifier le nom du Très-Haut pour avoir su épargner le Togo des maux qui minent le monde. Tel est l'objet de la journée nationale de reconnaissance à Dieu.
événement organisé par le groupe Salut et Joie. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il est la source de notre existence, il est la source de tout ce que nous sommes. Il a veillé sur nous. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas, mais il nous a protégés. Il y a des situations difficiles, il nous a délivrés. Il nous a conduits par sa main puissante. Donc sur une année, c'est très important de prendre un jour pour aller lui dire merci pour ma vie, merci pour la vie de ma famille, merci pour la vie de ceux qui dirigent, merci pour la vie de ceux qui aspirent à diriger. À la différence des éditions précédentes, la 4e, celle de cette année 2016, revêt un caractère particulier. La particularité de la 4e édition de la GNRD, c'est que dans un premier temps au stade de Kégué, nous aurons un moment de grande louange. Louange populaire à l'endroit de l'Éternel. Et la deuxième particularité de cette journée, c'est que pour cette 4e édition, elle aura lieu sur toute l'étendue du territoire. Chaque chef-lieu de région économique de notre pays aura à célébrer le même jour et à la même heure comme nous à Lomé, cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Tout le monde peut prendre part à cette journée, c'est-à-dire que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, qui que tu sois. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, c'est ce dimanche 18 décembre au stade de Kégué à Lomé. Elle verra la participation de plusieurs groupes de chorales pour chanter haut l'Éternel pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour le peuple togolais. Je rappelle ce communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, de la formation professionnelle arrêtent. Un concours national de recrutement d'enseignants fonctionnaires pour le secondaire général est ouvert pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle le vendredi 16 décembre 2016, conformément aux besoins spécifiques identifiés dans chaque région éducative du pays. Les dossiers de candidature sont déposés après acquittement des droits d'inscription dans les directions régionales de l'éducation à Lomé, Tiévi et à Takwame. Ce collègue Karaï d'Apparon à partir du vendredi 16 décembre 2016. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mardi 3 janvier 2017 à 17h. Le nombre de postes ouverts au concours est de 1000, répartis comme suit. Premier cycle du secondaire 650, deuxième cycle du secondaire 350. Pour les autres informations, veuillez vous référer au quotidien national Togo Presse. C'est sur ce communiqué que se referme cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouverez Edem Soussoupo à 22h30, mais avant cela, l'émission de Togo en marche, c'est tout à l'heure à 21h avec pour thème Togo, richesse médiatique et défis du professionnalisme. Merci de votre aimable attention.